Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Oxygène, votre émission 100% sport, 100% en joue. On reçoit ce soir Stéphane Moulin, ancien entraîneur d'Angesco et du SM Caen. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. On va regarder tout ce qui s'est passé dans la carrière de Stéphane Moulin, regarder aussi ce qui se passe du SCO d'Angers avec son analyse, son œil d'entraîneur. Et puis on aura aussi le reste de l'actualité avec du basket, du hand et du hockey sur glace. Mais tout de suite, l'invité. Club Oxygène. L'invité. Alors Stéphane, en tant que suiveur averti d'Angesco, on t'imagine évidemment ravi des dernières performances et notamment de ce dernier match. Oui, ils ont eu un début de saison un peu hésitant, on va dire, et puis leur victoire à Dunkerque a lancé leur saison, et depuis ils font un excellent parcours avec une seule fausse note, je crois, à Rodez. Pour le reste, ils alignent les victoires et les prestations surtout, qui sont d'un bon niveau, avec un contenu toujours très intéressant. Donc pour l'instant, on peut dire que tout roule pour eux. Ce dernier match face à Caen, tu vois beaucoup de matchs évidemment, tu as l'impression que c'est vraiment ce SCO-là avec un jeu bien mis en... On identifie le jeu et l'identité de jeu du SCO. Oui, je trouve qu'il y a des choses qui se répètent. Donc à partir de là, ça veut dire qu'elles sont travaillées, elles sont bien intégrées par les joueurs et ils arrivent surtout à les mettre en place, ce qui est jamais simple. Bon, maintenant, il faut aussi garder un petit peu de mesure, hein, parce que le championnat n'est encore pas arrivé à mi-parcours, mais en tout cas, je trouve que le SCO répète, et répète à un bon niveau. Il y a encore des progrès à réaliser parce que, évidemment, c'est jamais parfait. Mais en tout cas, aujourd'hui, s'ils ont la place qu'ils occupent, c'est qu'il y a de vraies raisons et de bonnes raisons. Et il y a des aspects que tu as identifiés sur lesquels, entre cette première défaite à Laval en août et aujourd'hui, il y a des aspects où tu vois que le SCO a vraiment progressé finalement. Bah déjà, je pense qu'ils se sont mis un petit peu au niveau exigé par ce championnat, en termes d'engagement, en termes de rigueur, en termes de détermination, mais aussi sur le plan tactique. Je trouve qu'ils ont, avec leur 4-2-3-1, il est non seulement très visible, mais aussi il est de mieux en mieux rodé, de mieux en mieux huilé. Après, il y a aussi le niveau individuel des joueurs. Je trouve qu'il a évolué. Pour parler de Abdelli, par exemple, qui a vraiment franchi un cap par rapport au début de saison. Alors on sait il était en pourparlers pour partir, donc inévitablement on n'est pas forcément toujours à 100% bien concentré sur son sujet à ce moment-là. Mais depuis qu'il a intégré l'idée qu'il devait rester et qu'il allait rester, je trouve qu'il a pris une autre dimension et le SCO en profite. C'est vite, il y a des joueurs qui gambergent beaucoup, tu en as peut-être eu des vrais faux départs. Lui, c'est très vite remis dans le moule finalement. Oui, après il n'y avait rien de volontaire de sa part évidemment, mais quand on n'est pas encore certain de son avenir, on a tendance à douter. Là, on sent qu'il est très impliqué, c'est pas d'hier, hein, ça fait déjà depuis quelques matchs, mais il a une telle influence sur le jeu de l'équipe que évidemment ça s'en ressent. Dans les grandes lignes, ce SCO, comment tu l'expliques, comment tu l'analyses et qu'est-ce qu'on en ressort vraiment de cette équipe, ce qui fait l'identité si on te dit en Ligue 2, tiens le SCO c'est ça, l'entraîneur adverse, qu'est-ce qui se dit? Bon, je veux dire que c'est assez simple, mais c'est ce qui est simple et parfois le plus efficace, c'est-à-dire une équipe bien organisée, bien préparée physiquement, qui a un fil conducteur dans son système de jeu, qui a des principes de jeu aussi très clairs, bien définis. Et cette équipe est capable d'être dangereuse lorsqu'elle a la possession du jeu, la possession du ballon. Elle est capable de bien l'utiliser, de créer des décalages notamment par les côtés. Si je dirais qu'il y avait un côté fort, ce serait plutôt le côté droit sur le plan offensif. Et puis elle est capable d'être extrêmement dangereuse aussi en attaque rapide. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils perdent la maîtrise du jeu, pas forcément la maîtrise de ce qu'ils font, mais la maîtrise du jeu, et ils arrivent malgré ça, et on le vérifie souvent en fin de match où les équipes, notamment à Angers, étaient dominées, le score était souvent le même de 1-0, les équipes se découvrent et très souvent en fin de match ils se font contrer parce que ils ont aussi ça, cette capacité à
à sortir rapidement de leur camp et d'être dangereux et surtout d'être efficace. De faire mal, c'est ça le plus dur peut-être dans le football. C'est ça, parfois vous avez des équipes qui ne sont bonnes que dans ce domaine-là et donc il manque quelque chose. Je trouve qu'ils ont aussi la capacité à déstabiliser un bloc bas dans l'utilisation du ballon. Donc finalement, on s'aperçoit que leur classement n'est pas usurpé et je pense que ça peut durer. Cette équipe, elle a un projet de jeu assez clair. Finalement, on voit ce que Alexandre Dujeu veut faire. Toi qui as l'expérience d'un vestiaire, c'est important que les joueurs sachent exactement ce qu'on leur demande match après match. Bah, c'est essentiel. Quand vous ne donnez pas une ligne de conduite, quand vous changez ou vous tâtonnez, les joueurs tâtonnent aussi parce que d'abord, ils le ressentent. Ils ont besoin d'avoir des messages clairs, des méthodes claires et précises. Et ensuite, ils essayent après ça de suivre ce chemin, mais il faut que le chemin soit balisé et tracé. Et c'est ce qu'on a le sentiment de voir en regardant le SCO, avec évidemment au fil des résultats une confiance qui ne cesse de grandir et qui se sent et qui se voit et qui rend les joueurs encore meilleurs. Pareil avec ton expérience d'entraîneur, la confiance, la vie de groupe, c'est des ingrédients, il les faut absolument pour réussir une saison, il n'y a pas d'autre choix. Disons que pour jouer le haut du tableau, c'est essentiel. Parce que c'est pas, quand on joue le haut du tableau, c'est pas une fois de temps en temps, c'est tout le temps. Et ça se cultive. Bien sûr. Et ça ne s'obtient pas en une semaine ou 15 jours. C'est pour ça que j'ai trouvé plutôt judicieux l'an passé de finir la saison avec Alexandre Dujeu. Et je pense que le temps qui a été gagné l'an passé est bénéfique aujourd'hui parce que des idées, on les met pas en place sur 3 semaines. Il faut un peu de temps et je trouve que le temps a été bien utilisé parce qu'aujourd'hui, c'est... voilà, ce qu'ils font, c'est bien et on sent aussi que les joueurs adhèrent. Donc c'est primordial, essentiel pour qu'il y ait une vraie osmose entre le staff et les joueurs. Avec des patrons dans cette équipe, Pierrick Capel évidemment le capitaine, mais si on s'attarde, on en parlait d'Imad Abdelli. C'est une pièce, un rouage essentiel dans cette équipe. Qu'est-ce qu'il apporte, toi? Qu'est-ce que tu vois de ce joueur? C'est le métronome de l'équipe, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui est parfois décisif aussi, c'est important. Et il a cette marge de manœuvre supplémentaire qui lui permet à certains instants de faire la différence. Et aussi, il est rassurant sur le plan technique. J'ai parfois l'impression que quand les joueurs ne savent pas trop quoi faire, ils lui donnent le ballon. C'est à lui un peu à la fois d'organiser, d'inventer, de créer. Non, c'est un joueur qui a peu d'équivalent, je trouve, en Ligue 2. Il y a beaucoup de joueurs finalement qui ont ce niveau. Alors, il y a des joueurs qui sont descendus de Ligue 1, peut-être n'avaient-ils pas le niveau. Ça, c'est pas à nous d'en juger, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont un niveau au-dessus de la Ligue 2 finalement dans cette équipe. Il le faut ou faut que ces joueurs, au contraire, aient vraiment parler du niveau de la Ligue 2 qui est vraiment différent. Faut pas forcément trop de joueurs de Ligue 1. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, alors c'est toujours le fameux débat de dire on est au-dessus de la Ligue 2, mais on est un peu en dessous de la Ligue 1. Je crois que ce qui est essentiel, c'est que le joueur soit à son meilleur niveau et qu'il évolue lui à son meilleur niveau, et ce qui n'est pas toujours le cas. Et on parlait de confiance tout à l'heure, quand vous êtes dans une équipe qui ne fait que perdre, on dit que vous n'avez pas le niveau parce que vous n'avez plus le niveau. C'est-à-dire que le manque de confiance a amené la performance en dessous de ce que vous êtes capable de faire. À l'inverse, lorsque vous êtes en pleine confiance, vous jouez au-dessus parfois de votre niveau. Le plus important dans ces cas-là, c'est que ça dure. On parlait justement dans la durée. Alexandre Dujeu a été laissé en place. Il y a aussi des cadres et tu en as connu. Pierrick Capel, Bamba. C'est important de pouvoir s'appuyer sur des joueurs Capel, le club dans la peau pour le coup, et des joueurs qui sont là depuis longtemps. Il y a des bons leaders et il y a des faux leaders. Et en ce qui concerne Pierrick et Abdoulaye, que je connais parfaitement, on pourrait y ajouter aussi Loïs Diony. Oui. C'est des garçons qui sont des bons relais pour un entraîneur parce que d'abord, ils ont un très bon état d'esprit, une bonne mentalité, et ils ont aussi cette capacité à faire partager ça, et je dirais même parfois à inculquer. Et donc, c'est important d'avoir des leaders positifs et des garçons sur lesquels vous n'avez aucun doute. Je parle bien de l'état d'esprit, et en plus, ce qui ne gâte rien, quand je parle de ces 3 garçons-là, il y en a d'autres, mais quand je parle de ces 3 garçons-là, évidemment que leurs performances sont au niveau de leur investissement. Donc je crois qu'on est en train de parler d'un joueur par ligne, c'est important. Oui. Abdoulaye Bamba, aligné en défense centrale,
Est-ce que d'une, ça t'étonne, et de deux, est-ce que son niveau te surprend? Alors, m'étonnait pas vraiment, puisque je l'avais déjà utilisé à ce poste parfois, mais plutôt une défense à 5 sur 3 défenseurs centraux, où il avait toujours répondu présent. Alors, ce qui m'étonne chez Abdoulaye, c'est pas la performance qu'il est capable de réaliser, c'est les performances qu'il réalise, parce qu'il avait toujours ce petit côté de perte de concentration à un moment donné quand il enchaînait les matchs. Et je trouve que depuis le début de saison, il enchaîne les matchs sans aucun accroc et physique. Et justement, ces petites erreurs qu'il pouvait commettre parfois ou qu'il a complètement gommé. Et ça donne un garçon aujourd'hui qui montre beaucoup d'assurance, de confiance et d'enthousiasme. Et il arrive à communiquer ça aux autres. Et je trouve que c'est bien. Donc, le niveau de performance qu'il a atteint ne me surprend pas. La régularité dans le niveau des performances, oui, je suis un petit peu surpris. Mais bon, on va dire qu'il est comme le bon vin, il se bonifie avec l'âge. Il fait partie de cette colonne vertébrale très forte avec Yaya Fofana dans les buts. On peut lui reprocher une petite boulette, mais il a rapporté beaucoup de points depuis le début de saison. Cette charnière centrale, ce milieu, et Loïs Diony retrouvé, s'appuyer sur cette colonne vertébrale, souvent on appelle, il n'y a pas d'équivalent dans le foot, j'imagine. C'est important. C'est essentiel. C'est comme sur le squelette humain, si votre colonne vertébrale n'est pas solide, tout ce qui s'y rattache va être fragile. Et c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, vous avez, on a beaucoup, et si on parle du niveau aussi, on a beaucoup décrié Otonji l'an passé. Et cette année, j'ai dit qu'il a retrouvé son meilleur niveau parce que depuis quelques matchs, il est intraitable. Il est au niveau qu'il était lorsqu'il a joué la montée avec Clermont. Et dans ces cas-là, ça donne une charnière extrêmement solide. Avec un gardien qui dégage beaucoup de présence, de sérénité, même s'il a fait une erreur, mais tous les gardiens font des erreurs, donc on ne va pas retenir que ça, il y a tout ce qu'il a fait de bien à côté. Et puis comme vous l'avez dit, un milieu de terrain plutôt régulier aussi en la personne de Pierrick Capel et de Lopi, souvent. Voilà, un Loïs Diony qui est combattant comme il sait l'être, et puis qui est redevenu lui aussi efficace. Et puis après tous les petits trublions qui peuvent être autour et qui alternent avec des entrées de jeunes joueurs comme Lilian et Jean-Mathéo notamment, qui à chaque fois qu'ils rentrent apportent quelque chose à l'équipe et sont même décisifs. Donc non, vous avez un ensemble de joueurs qui est plutôt cohérent et qui est plutôt performant. On en parlait des jeunes, Jean-Mathéo Baoya, Lilian Raoulissoa, Marius Courcoul, on l'a moins vu, mais il fait partie de ce groupe. Pour s'attarder sur Jean-Mathéo Baoya, est-ce que tu es conquis par ce joueur qui, à chaque fois qu'il rentre, apporte quelque chose du haut de son âge? Oui, conquis, oui. Alors, j'ai eu un petit privilège, c'est que mon fils l'avait en U15 au SCO, et il m'a toujours dit que c'était un joueur un peu hors norme. À l'époque, il était plutôt petit, chétif, mais il avait déjà une excellente technique. Et le fait qu'il ait continué sa progression, son évolution, il a aussi grandi, il est devenu un homme. Et c'est vrai qu'il a une justesse technique dans les zones de finition qui est assez remarquable. Et donc, il a tout l'apanage pour devenir un très bon joueur. Maintenant, déterminer le niveau auquel il pourra évoluer, c'est lui qui va faire que. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a de réelles promesses avec ce garçon. À chaque fois qu'il entre, il marque, clairement. Après le match à Caen, il a réclamé plus de temps de jeu, mais très honnêtement, très logiquement et sereinement. Est-ce que quand on est entraîneur, on se dit « je veux le garder sur le banc parce qu'il fait des entrées folles » ou « faut le récompenser parce que c'est difficile de juger quand on est entraîneur » ? C'est pas facile parce que il semblerait, et je l'ai constaté aussi, qu'il a été plus performant au cours de ses rentrées que sur les débuts de match. Donc le monde professionnel est cruel aussi. S'il a une chance bientôt ou la prochaine fois de démarrer une rencontre, il faudra qu'il démontre qu'il peut démarrer les rencontres et être aussi performant qu'il l'est quand il rentre sur le terrain. Après, il est jeune, comme tous les jeunes. Aujourd'hui, il montre de l'impatience parfois. Je pense qu'il faut qu'il fasse confiance à son coach. Son coach compte sur lui. Mais pour l'instant, il compte sur lui d'une certaine manière qui marche beaucoup, qui marche bien. Il a des garçons qui sont devant lui.
Je crois qu'il n'y a rien d'inamovible dans le football. Le plus important, c'est de savoir que le coach croit en lui, qu'il a confiance en lui. Et je suis certain que très rapidement, il va démarrer des matchs pour son bien et aussi pour le bien de l'équipe. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui fonctionne. Lui, il rentre et il apporte sa contribution à la victoire, c'est certain. Mais il faut aussi accepter que l'équipe, elle fonctionne bien aussi et que le coach, parfois, il a du mal à modifier son équipe parce qu'il est satisfait des joueurs qui débutent. Angers SCO, aujourd'hui, demain, en Ligue 1, est-ce que c'est crédible dès la saison prochaine ? Pourquoi ça ne le serait pas ? du fait qu'ils redescendent, évidemment, on a dit qu'il ne faut pas s'enflammer, on le dit toujours, mais est-ce que on peut redescendre, remonter, même s'il y a tout à refaire ? Bah oui, regardez les Messins, ils ont fait ça l'année dernière, ils ont fait ça très souvent, pas que les Messins, mais c'est rare que ça arrive parce que c'est difficile. À partir du moment où vous êtes dans ce championnat de Ligue 2 et que vous obtenez votre billet pour aller en Ligue 1, c'est que vous avez le niveau pour y jouer, mais vous avez démontré tout au long d'une saison que vous êtes l'équipe ou une des deux équipes qui méritait le plus d'y aller. Donc il n'y a pas de complexe à faire, il n'y a pas de question à se poser. Il faut prendre, à mon avis, le plaisir et le bonheur là où il est. Et actuellement, le SCO en donne, et que c'est important. Alors évidemment, il faut garder les pieds sur terre, mais ça, il y a un coach qui est là pour en être le garant. Et après, moi, sur ce que j'ai vu des équipes dans ce championnat-là, ils ont vraiment aucun complexe à faire, et avec personne. Je dis bien personne, parce que j'ai quasiment vu jouer toutes les équipes. J'ai pas vu une équipe qui intrinsèquement est supérieure à celle d'Angers, et pourtant ils ont perdu des matchs et je pense qu'ils en perdront certainement d'autres, mais en termes de valeur individuelle et collective, je pense qu'ils ont largement leur place pour jouer cette accession jusqu'au bout. Ça amène à la question suivante, le niveau de la Ligue 2, toi qui vois beaucoup de matchs justement, tu le juges comment? On dit souvent que c'est une Ligue 2 homogène, là pour le coup même avec des gros clubs on a l'impression que tout le monde a sa chance à jouer, on voit Laval, on voit Pau, on voit Grenoble, même s'ils sont bien structurés, c'est non, mais parce que les équipes qui devaient être considérées comme des favoris ne sont pas à la hauteur, tout simplement. Et ça donne un championnat, moi que je trouve, par rapport à celui de l'an dernier, je le trouve moins fort. Parce que l'année dernière, il y a des équipes qui avaient une plus grosse emprise sur le championnat. Je prends des équipes comme Metz, Le Havre. Ils avaient une vraie capacité à dominer les rencontres. Le Havre s'est mis à perdre son premier match très tard dans la saison. Metz a eu du mal à démarrer, mais après c'était un vrai rouleau compresseur. Ils sont d'ailleurs 9e en Ligue 1. Le Havre se comporte bien aussi en Ligue 1. Et je trouve que le niveau des équipes, il y a des équipes qui prouvent ça. Je pense à Saint-Étienne, je pense à Bordeaux, Saint-Étienne a très bien fini la saison l'année dernière. Bordeaux a été une équipe forte du championnat et qui a failli monter jusqu'à la dernière journée. Aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai, parce que c'est des coachs qui travaillent très bien, mais Laval s'est sauvé la dernière journée, ils sont premiers. Pau s'est sauvé la dernière journée contre le Stade Malherbe, j'y étais. Ils sont 5-6e. J'ai l'impression que il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie clairement établie, clairement définie, alors qu'il y a quand même des clubs qui sont supposés et censés être les fers de lance de ce championnat. Et cette différence, elle peut s'expliquer par quoi finalement que les gros... On prend la Ligue 2 trop à la légère parfois quand on a un gros club ? Non, je pense pas. Je pense que le niveau s'est nivelé par le bas. C'est-à-dire que les équipes qui étaient plutôt moins bien classées ont très bien travaillé, ce qui fait qu'elles se sont rapprochées des équipes qui sont supposées plus fortes. Et qu'aujourd'hui, oui, chaque match pour chaque équipe est difficile. C'est pour ça qu'il faut saluer aujourd'hui, on pourra en saluer d'autres, mais les deux équipes qui sont devant, qui sont Laval et Angers, qui sont réguliers dans la performance. Voilà, j'ai vu le match lundi entre Angers et Caen. Angers est supérieur à Caen, donc ils ont gagné, logiquement, même si le score peut paraître sévère. Mais il y a une vraie hiérarchie, en tout cas, entre le résultat de lundi et le classement avant et après la rencontre. Ok. Pour parler plus du métier d'entraîneur, Stéphane, on parle beaucoup des entraîneurs. Alors, il y a beaucoup d'expressions, les entraîneurs à poigne, les entraîneurs
On a beaucoup moqué Thomas Tuchel, la calinothérapie. Toi, comment tu te comportes avec les joueurs et comment tu aimes évoluer pour qu'il y ait cette confiance, cette relation ? Je crois que le plus important, il y a 2 mots qui me viennent à l'esprit pour manager un groupe et qui me semblent essentiels. Je vais en rajouter un 3e. C'est le respect, c'est la justesse ou la justice. Et le 3e, c'est la capacité à faire passer son message. Voilà. Après, sur le plan technique, sur le plan tactique, je dirais qu'on a à peu près les mêmes formations, donc les méthodes, même si elles peuvent être différentes dans des choix de système de jeu c'est pas là que ça se joue. Ce qui se joue effectivement, c'est la manière de manager un groupe, d'emmener son groupe avec soi, de tirer la quintessence de son groupe, et que la performance, c'est capable d'amener un groupe, quand on dit, je sais pas, on a le 12e ou le 13e budget, l'amener dans les 5 premiers, parce que on tire le maximum de chaque joueur et on tire le maximum de notre groupe ou de notre équipe. Après, il n'y a pas une méthode qui marche partout et tout le temps et avec tout le monde. Je dis toujours, il faut avoir sa méthode, c'est déjà important parce qu'elle a le mérite d'exister. Après, vous savez mieux que moi que lorsque les résultats sont bons, on vante la méthode. Et puis lorsque les résultats sont pas bons, on dit que la méthode est pas bonne. Et voilà, donc voilà, moi je suis plutôt un coach qui travaille beaucoup sur l'humain, parce que je pense que le joueur, lorsqu'il se sent bien et lorsqu'il est bien dans ses baskets, plutôt dans ses chaussures de foot, il est plus performant. Mais j'aurais tendance à transférer ça dans tous les secteurs d'activité, pas que dans le football. Vous allez, si vous considérez votre joueur, et on n'est plus en train de parler de titulaire, de remplaçant. La considération compte énormément aussi dans le football, et quand les joueurs sont en confiance, d'un seul coup, on en a parlé tout à l'heure, ils arrivent à se surpasser et à atteindre des niveaux qu'ils ne pensaient eux-mêmes même pas atteindre. Et toi, en tant qu'entraîneur, est-ce qu'il y a d'autres entraîneurs que tu admires, dont tu t'inspires dans le travail, dans leur méthodologie ? Alors, il y a un entraîneur qui n'est plus en activité aujourd'hui, que j'ai beaucoup aimé, c'est Christian Gourcuff, parce que j'aimais sa manière de construire un groupe, et aussi de le garder tous les ans, alors que lorsqu'il était à Lorient, il perdait lui aussi quasiment ses meilleurs joueurs chaque saison, mais chaque saison on retrouvait le FC Lorient qui jouait de la même manière, qui avait perdu ses meilleurs joueurs mais qui continuait à évoluer de la même manière et à un bon niveau. Et puis sur le plan du management, j'ai toujours été un passionné et assez fan de ce que peut faire Didier Deschamps, parce qu'il a une manière de s'y prendre, une manière de faire, qu'il arrive à fédérer, et tellement fédérer que lui aussi est capable de transcender ses joueurs, et c'est quelqu'un qui est fait pour la compétition, et surtout pour être un leader, je dirais, naturel, et une force mentale et psychologique qu'il arrive à transmettre à ses joueurs. On lui reproche des fois de faire plus un groupe que de prendre les meilleurs joueurs. Et c'est former un groupe avant tout. Vous savez, en France, on a toujours tendance à reprocher des choses et oublier ce qui se passe de bien. Il ne faut quand même pas oublier que le palmarès de Didier Deschamps en tant qu'entraîneur, il est assez exceptionnel. Bon, effectivement, il a perdu la dernière Coupe du Monde, mais je veux dire, il a gagné celle d'avant, il était en finale de l'autre d'avant, il a perdu une finale de championnat d'Europe. Enfin, je veux dire, il a en lui... Alors, certes, il ne fait pas ça tout seul, il faut avoir les joueurs, il faut avoir la matière. Et la matière, il l'a, mais encore faut-il savoir l'exploiter. Et dans ce domaine-là, moi, je considère que c'est un maître en la matière. Merci beaucoup, Stéphane. Je te propose, avant de se quitter sur cette interview, de passer à l'interview flash. Des questions très rapides, réponses très rapides, c'est parti. Club Oxygène, l'interview flash. Le plus beau match de ta carrière d'entraîneur? La montée, le dernier match Angers-Nîmes, gagné 3-0, qui nous permet d'accéder à la Ligue 1. Ton plat préféré? On va dire des pâtes. Tout simplement. Ton système de jeu préféré? 4-4-2. Si tu étais un super-héros? Wow. Batman. Le joueur le plus fort que tu as eu en tant qu'entraîneur? Jeffrey Adelaide.
le joueur le plus fort que tu as vu évoluer, si tu étais en tribune ou pas forcément en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur? Mbappé. La dernière console de jeu à laquelle tu as joué? Jamais joué à la console. Et le club que tu rêverais d'entraîner dans ta carrière? FC Barcelone. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, Stéphane. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à toi et nous on se retrouve dans le reste de l'actualité angevine. Oxygène Radio. Club Oxygène, le MAG, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.